La tyrannie en psychologie, de quoi parle-t-on vraiment? On m'a posé la question sous un commentaire, je pense que c'était dans la vidéo sur le terme pervers narcissique. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que ce concept, entre guillemets, de tyrannie. C'est un mot, en tout cas, qu'on connaît dans le langage courant, bien sûr, mais on l'entend aussi dans des milieux psychologiques, en psychiatrie ou de la part d'équipes soignantes. On peut parler de patients tyranniques, on peut parler de parents tyranniques, de relations amoureuses avec des conjoints tyranniques. On parle aussi de tyrannie intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce terme? Est-ce qu'il a une définition psychologique? Et puis, est-ce qu'on peut le comprendre sans le transformer en étiquette? Puisque vous savez à quel point c'est quelque chose d'important pour moi. On voit ça aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez concise, mais c'est une question très pertinente parce qu'effectivement, il y a un petit peu de décodage à faire. Donc la première chose avant tout, que je tiens à préciser, c'est que ce n'est pas un diagnostic psychiatrique. Ce n'est pas non plus une structure clinique telle qu'on peut en trouver en psychanalyse. Concrètement, le terme, tyran ou tyrannie, on ne le trouve pas dans le DSM-5. On m'a demandé d'ailleurs ce que c'était. DSM-5, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques. C'est le Vidal des psychiatres et des psychologues. Ce terme, j'ai vérifié, on ne le trouve pas non plus dans la CIM-11, qui elle est la classification mondiale des maladies qui est mise à jour par l'OMS. Bref, il n'y a pas de trouble de tyrannie, il n'y a pas de personnalité non plus en psychanalyse qui serait la personnalité du tyran. C'est un mot qui par contre est largement utilisé dans le vocabulaire courant et qui peut être utilisé par des médicaux et paramédicaux parce que c'est un très très bon descripteur relationnel. Voilà, c'est un mot qui permet de qualifier une manière d'être en relation avec une autre personne. Il ne s'agit pas de mettre une étiquette sur une personne donc, mais il s'agit de mettre un mot pour qualifier une relation. J'ai réfléchi à comment on pourrait donner une définition de la tyrannie dans un cadre thérapeutique. Il me semble que la tyrannie, c'est donc une modalité relationnelle. Dans cette modalité, le sujet va chercher à imposer sa volonté et l'imposer de manière durable. Quand je parle de volonté, ça peut être aussi donc ses désirs, ses affects, de manière générale, sa représentation du monde. Et tout ça, cette personne, ce sujet va chercher à l'imposer en réduisant petit à petit la liberté psychique de l'autre. C'est important cette définition parce qu'il ne s'agit pas simplement d'obtenir de l'obéissance, il ne s'agit pas non plus d'un système de domination ponctuel. Voilà. Ce qui caractérise vraiment la tyrannie par rapport à une autre méthode d'imposition du pouvoir, c'est que dans une relation tyrannique, on ne laisse pas l'autre exister comme un sujet à part entière. Petit à petit, l'autre va devenir moins libre de penser, moins libre de ressentir, de désirer, il ne sera pas libre ou peu libre d'exprimer un désaccord parce que s'il le fait, il va avoir à se retrouver face à des conséquences psychiques importantes et dans ces conséquences, on peut retrouver beaucoup de choses qui vont vous faire penser, par exemple, à tout ce qu'on a pu évoquer dans des relations toxiques ou dans des relations avec un «pervers narcissique» entre guillemets. Je vous renvoie aux précédentes vidéos, hein, sur lesquelles on a beaucoup parlé de ces différents termes. Donc des conséquences concrètes, ça va être de la culpabilisation, de l'humiliation, de l'intimidation, devoir se retrouver face à des explosions de colère ou alors ou face à du retrait affectif. On va parler de chantage émotionnel, on va parler de mansplaining dans le sens où on va disqualifier systématiquement la parole de l'autre, on va dévaloriser l'autre et parfois même, ça va aller au-delà de simplement imposer par la force, petit à petit, un comportement, ça va être aussi imposer une manière de penser le monde, une manière de s'inscrire comme individu dans le monde. C'est pour ça que c'est vraiment important de distinguer tyrannie et autorité. Parce que l'autorité, alors là aussi, dans une relation où il y a de l'autorité, la relation est asymétrique, hein. Si on dit un parent et un enfant, un enseignant et son élève, un soignant et son patient, dans tous ces cas-là, il y a une asymétrie, mais dans cette asymétrie, l'autre est toujours reconnu comme un sujet à part entière. Et cette asymétrie-là,
Elle se fait et elle s'exerce dans un cadre symbolique qui peut être expliqué, qui peut être pensé et qui va être progressivement intériorisé par les deux protagonistes de la relation. En tyrannie, ça marche pas comme ça. Dans une relation où s'exerce de la tyrannie, la personne à comportement tyrannique ne va pas que chercher à faire respecter une limite. Elle va plutôt chercher en permanence à réduire, comment dire, elle va réduire en fait l'espace psychique dans lequel l'autre va pouvoir continuer à exister de manière individuelle et autonome. Autrement dit, le problème, c'est pas d'avoir du pouvoir sur l'autre, le problème, c'est qu'on va nier petit à petit la subjectivité même de l'autre. Donc à partir de là, effectivement, en psychologie clinique et en psychanalyse, on peut chercher à identifier des processus tyranniques qui vont expliquer comment l'individu arrive à ce genre de comportement et de fonctionnement. On va certainement pas mettre l'étiquette de tyran sur la tête d'un individu. Je vous fais un petit topo, théorique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui dialoguent avec les comportements tyranniques, même si encore une fois, le terme, de tyran n'existe pas dans la littérature psychologique. Chez Freud, et puis après d'ailleurs chez de très nombreux auteurs post-freudiens, la maîtrise est souvent comprise comme une défense face à l'angoisse. Et donc, quand on parle d'angoisse, ça va être l'angoisse de perte, l'angoisse d'abandon, l'angoisse de séparation. On peut aussi parler d'une certaine désorganisation psychique. Dans cette manière de penser l'autre, le contrôle, ça permet de réduire en fait tout ce qui est potentiellement imprévisible. Parce que si tout est maîtrisé, personne ne va me surprendre. Voilà. Si je maîtrise tout, l'autre ne va pas me quitter. Si je maîtrise tout, alors rien ne va venir troubler mon équilibre psychique. Vous vous en doutez, ça ne fonctionne pas. Mais c'est une illusion qui explique pourquoi on est dans une recherche de maîtrise et une recherche de contrôle. Dans cette perspective-là, la dynamique tyrannique, ce n'est pas que exercer du pouvoir sur l'autre, c'est aussi, en parallèle, un moyen d'essayer de réguler notre insécurité interne qui peut être très profonde et très douloureuse. Deuxième hypothèse, en plus toujours hein, du besoin d'avoir du pouvoir sur l'autre, la deuxième hypothèse pour moi, c'est la difficulté à considérer l'altérité. Voilà. En psychanalyse, on considère que devenir un sujet, ça va passer forcément par le fait d'accepter petit à petit que l'autre va avoir une vie psychique qui n'est pas dépendante de la mienne. Voilà, l'autre pense différemment, l'autre ressent différemment, l'autre désire différemment, et surtout, l'autre a une vie intérieure, un monde intérieur qui va toujours m'échapper. Même s'il me le verbalise, il me l'explique. De même, mon monde intérieur, je peux l'expliquer, le verbaliser autant que je veux. Une partie de mon monde intérieur échappera toujours à l'autre. C'est juste normal et c'est la base. D'ailleurs, c'est Lacan qui en parle. Il nous dit que le fait de ne pas pouvoir comprendre et appréhender complètement le désir de l'autre, c'est une base fondamentale et non négociable de la vie psychique. Bref, dans par ce prisme-là, le fonctionnement tyrannique, on peut dire que c'est aussi parce qu'on a une difficulté à tolérer l'altérité. Voilà, l'autre n'a pas le droit d'exister s'il ne confirme pas ma vision du monde, en fait. C'est trop douloureux. Le fait qu'il soit différent, c'est une menace pour moi. Le fait qu'il me contredise, même s'il ne me contredit pas frontalement, mais le simple fait qu'il fasse des choses différentes de ce que je voudrais faire, ça m'est insupportable. Le fait qu'il soit autonome, qu'il ne dépende pas de moi, c'est une source d'angoisse terrible, je ne le maîtrise pas. Donc là, en l'occurrence, la question, c'est pas que la question du contrôle, même si ça l'est en partie, la question, c'est aussi la difficulté à accepter que l'autre échappe en partie, tout ou partie, à ma maîtrise. Enfin, la troisième hypothèse qui se dégage, heu, hypothèse théorique, là, on va parler plutôt, de Winnicott, même si Freud en a parlé aussi un petit peu. On va parler du fantasme de toute puissance et ça, on en revient au développement, la vie psychique, et développementale du tout petit enfant.
Donc pour Freud déjà un petit peu, puis surtout pour Winnicott qui en a parlé après, hem, ils nous ont montré que le nourrisson, de manière très normale et naturelle, il va passer par une période pendant laquelle il a l'impression que le monde obéit à tous ses désirs, voire même que ce sont ses désirs qui créent le monde autour de lui. Pour faire simple, si un enfant, un nourrisson, est, dans un environnement suffisamment adapté, qui répond suffisamment bien à ses besoins, alors dès que l'enfant, le nourrisson a un besoin, le monde extérieur y répond. Donc lui, de son point de vue, quand il a faim, le sein apparaît. Quand il a froid, on le couvre. Quand il est sale, il est nettoyé. Et donc, c'est pas une illusion qui soit pathologique, c'est juste du développement normal, c'est une étape nécessaire du développement d'un nourrisson et d'un jeune enfant. Mais du coup, vous vous en doutez, forcément, petit à petit, il va se rendre compte, ce nourrisson, que le monde ne lui répond pas, que le monde résiste. Il va aussi comprendre au fur et à mesure qu'il va intégrer, les autres dans son cercle de compréhension individuelle, il va comprendre que les autres ne pensent pas comme lui, que les autres ne désirent pas les mêmes choses que lui, que les autres ne lui appartiennent pas, tout simplement. Ce développement psychique normal passe donc forcément par l'abandon de cette toute-puissance. Ça se fait pas de manière, automatique et de manière on-off, hein, bien sûr, c'est très, très progressif. Il arrive que, justement, cette élaboration-là, elle reste assez fragile et du coup, même en tant qu'adulte, il y a des situations relationnelles qui vont pouvoir réactiver, ce besoin de maîtrise qui peut être très excessif. Parce que finalement, c'est une illusion, mais on a l'impression que si on contrôle l'autre, alors ça nous apporte de la stabilité interne, ça nous rassure quant au fait que oui, on a de la toute-puissance. Bien sûr, c'est inconscient et ce n'est pas verbalisé de cette manière-là par les personnes qui peuvent montrer un comportement tyrannique. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, d'autant plus que ce n'est pas que un vieux concept freudien ou winnicottien, il y a des approches contemporaines qui, sans parler de tyrannie, vont apporter un éclairage aussi extrêmement intéressant sur la question et je pense notamment à Fonagy, qui d'ailleurs n'a pas travaillé tout seul, mais je ne saurais pas vous citer ses collègues. Hem, Peter Fonagy, il a développé notamment le concept de mentalisation. C'est extrêmement intéressant et je trouve très pertinent dans cette lecture-là. C'est-à-dire que pour lui, alors, la mentalisation, c'est la capacité à percevoir que mes comportements, et les comportements des autres aussi d'ailleurs, sont guidés par des états mentaux, c'est-à-dire par des pensées, des émotions, des intentions et des désirs. En gros, mentaliser, c'est reconnaître que j'ai un monde intérieur qui m'est propre, qui est complexe, mais qui m'est propre et qui n'est pas simple, et de même, l'autre a un monde intérieur qui lui est propre. Ce que Fonagy a mis en avant également, c'est que quand cette capacité-là à comprendre que l'autre a un monde intérieur qui n'est pas le mien, quand cette capacité est fragile, notamment dans des situations de stress, très fort ou aussi dans le cas de certaines personnes qui vont avoir eu des vulnérabilités d'un point de vue développemental, alors dans ces cas-là, l'autre va être plus perçu comme une extension de soi et donc potentiellement un obstacle ou potentiellement un objet de régulation émotionnelle. En tout cas, l'autre n'est pas perçu comme un sujet autonome. Donc bien sûr, ça n'explique pas à elle seule les fonctionnements tyranniques, mais cette perspective-là, ça éclaire quand même cette difficulté à reconnaître pleinement l'existence psychique de l'autre et du coup, ça rajoute une couche de compréhension à ces comportements tyranniques qui ne sont pas que des logiques de domination. Donc là, je vous ai parlé de tyrannie, hem, d'une personne envers une autre. Mais bien entendu, il y a une forme de tyrannie qui est assez commune et dont on parle malheureusement beaucoup moins, c'est l'auto-tyrannie, la tyrannie qu'on exerce sur nous-mêmes. En psychanalyse, on peut rapprocher ça de certaines formes, on va dire assez sévères, du surmoi. Je vous renvoie à Freud, le moi, le ça, le surmoi. Pour Freud, dans ces cas-là,
il y a une instance psychique qui peut devenir extrêmement cruelle. Le surmoi va devenir extrêmement cruel et parfois plus cruel encore que ce qu'on a intégré de nos figures d'attachement, de nos figures parentales. Cliniquement, ça correspond à des personnes qui vont être dans une exigence de perfection envers elles-mêmes. Voilà, des personnes qui vont être extrêmement exigeantes et perfectionnistes, des personnes qui vont être dans l'autocritique incessante, qui ne vont pas tolérer de faire la moindre erreur. Elles en feront forcément, mais ce sera extrêmement douloureux. Des personnes qui vont être aussi, dans une espèce de, comment on peut dire ça? De chronicité d'un sentiment de culpabilité. Mais aussi des personnes qui s'interdisent totalement d'avoir certaines émotions. Voilà. Dans ces cas-là, on n'est plus dans un système de domination d'une personne envers une autre, on est dans un système de domination à l'intérieur même du sujet. Donc voilà, j'espère que déjà cet état des lieux d'une définition de la tyrannie dans une perspective psychanalytique et plus largement psychologique vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Je voudrais préciser quand même certaines choses avant de conclure. Donc, comme je vous l'ai dit, la tyrannie, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un trouble psychique. Ce qu'on retrouve parfois dans des vidéos ou dans des articles, c'est une espèce comment on peut dire? De chaîne de conséquences qui sont faites entre certaines organisations psychiques et des conduites tyranniques. Sans les nier, je pense qu'on ne peut pas faire de lien de correspondance directe parce que c'est vrai, certains fonctionnements, comme par exemple des organisations limites, des personnalités psychiques à type, organisation narcissique par exemple, ou des personnes qui ont une capacité à tolérer la frustration, une capacité extrêmement faible, tout ça, oui, on peut constater que ces formes d'organisation psychique vont avoir de manière plus récurrente des comportements tyranniques. Mmh. Excusez-moi. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il y ait de lien de cause à effet. On ne peut pas dire que quand quelqu'un a une faible tolérance à la frustration, alors elle devient tyrannique. De même, on ne peut pas, à l'inverse, dire que quand une personne a un comportement tyrannique, c'est parce qu'elle a telle, telle organisation psychique ou parce qu'il y a tel contexte clinique. Les contextes peuvent être très différents, les personnalités peuvent être très différentes. Donc, c'est vraiment important de garder à l'esprit que la tyrannie, c'est plus un mode relationnel qu'un type de personnalité. Excusez-moi, j'ai la gorge très sèche. Pour terminer, une dernière chose qui me semble importante aussi, je vous ai fait la distinction entre tyrannie et autorité. Je vais rajouter un petit peu plus de précision là-dedans. Parce que l'autorité, elle pose des limites en reconnaissant l'autre comme un sujet. Ça, on l'a vu tout à l'heure. La tyrannie, c'est encore un pas supplémentaire, mais entre les deux, on peut aussi différencier l'autoritarisme. L'autoritarisme va être d'imposer des règles, mais de manière très stricte, en laissant vraiment très peu de marge de négociation possible. Là, on reste quand même dans de l'autorité-autoritarisme. La tyrannie, elle, c'est vraiment un cran au-dessus. Dans une relation à dynamique tyrannique, on ne va pas chercher seulement l'obéissance, on va réduire la liberté psychique de l'autre petit à petit. Et là, du coup, ce qui est menacé, ce n'est pas que la liberté d'agir de l'autre, c'est aussi sa liberté de penser, c'est aussi sa liberté de ressentir, c'est aussi sa liberté de désirer, et finalement, c'est sa liberté d'exister comme un sujet. J'espère que ça vous a aidé. Vraiment, c'était une très bonne question. Je vais poursuivre d'ailleurs, je pense que ça mérite bien quelques petites vidéos supplémentaires pour faire le distinguo entre tyrannie et emprise, entre tyrannie et manipulation également. Sachant que tout ça avec, les relations toxiques, avec les pervers narcissiques, tout ça, ce sont des termes que l'on retrouve très souvent mélangés ensemble et et ça veut bien dire quelque chose quand même de la souffrance relationnelle dans lesquelles les personnes victimes de ce type de relation se trouvent. Hem, mais d'un point de vue psychologique, soit il n'y a pas de définition réelle et donc
c'est important de border le terme pour comprendre comment on peut l'utiliser dans quel contexte, soit au contraire, il fait des définitions très précises qui divergent, très largement de la manière dont on utilise le terme dans le langage courant. Je vous fais donc un petit point là-dessus dans les prochains jours, dans de nouvelles vidéos. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez jamais à les poser en commentaire. Je lis toutes vos questions et lorsque je peux, je vous fais des vidéos dessus ou du moins je vous réponds en commentaire si c'est facile de faire une réponse courte en quelques lignes. Mais souvent, quand même, vos questions sont très pertinentes et ça me donne l'occasion d'approfondir le sujet dans des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Bye bye.